S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. Hello les légendes, bienvenue pour notre 71e épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Cette semaine, on s'entretient avec Antoine Benetto, ancien joueur pro de la promo Gasquet, Monfils et Wana. Antoine revient pour nous sur ses années en nous confiant avoir été dans le même train, mais pas dans le même wagon. Notre invité nous raconte son expérience mémorable en université américaine, la même qu'un certain Joachim Noah, où il lui arrivait d'aller jouer les matchs par équipe en jet privé. On bascule ensuite sur sa reconversion en tant que journaliste sportif et coach d'un certain Julien pendant 2 ans. L'interview date du premier confinement mais n'a quasi pas pris une ride. Le livre d'Antoine est depuis sorti, Dictionnaire amoureux du tennis aux éditions Plomb, en association avec l'écrivain et prix Goncourt Laurent Binet. Le livre est d'ailleurs à gagner par tirage au sort. Allez vous inscrire, il y a le lien en description de l'épisode. Avant de laisser place à ce nouvel échange, vous avez accès à notre 8e masterclass dédiée au service avec la biomécanicienne Caroline Martin, qui a notamment eu entre ses mains l'actuel numéro 2 mondial Daniil Medvedev ou encore Félix Auger-Aliassime. Caroline nous partage toutes ses connaissances à l'aide de son logiciel d'analyse 3D pour se rapprocher du service parfait, grâce à ses 10 ans d'études sur le sujet et en ayant conseillé plus de 150 joueurs professionnels. Vous avez à disposition du très lourd pour arrêter de mouiller sur ce coup et d'enchaîner des doubles fautes et enfin gagner vos jeux de service beaucoup plus facilement. Tu as une offre pour t'abonner dans le lien en description pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux avoir un accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible. On en est donc à la 8e et les 7 autres sont listés juste en dessous. Tu peux les commander en bas de la page ou alors en m'écrivant à max@tennislegende.fr. La connexion de l'épisode était parfois incertaine, mais globalement tout reste compréhensible, je vous rassure. Place maintenant au 71e épisode avec Antoine Benetto. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Allez, c'est parti. Alors Antoine Benetto, t'es né le 30 juin 86 à Bourg-en-Bresse, entre Mâcon et Genève. Est-ce que c'est ça? Ouais, on dit Bourg-en-Bresse. Les gens de Bourg-en-Bresse disent Bourg-en-Bresse. Tu fais bien de préciser. Tu fais 1m92, mais j'ai pas trouvé les kilos. Bon. Alors, les kilos, c'est variant en ce moment. Tu as été joueur de tennis pro un peu plus de 10 ans, essentiellement sur le secondaire. Ouais. Tu as gagné 3 futurs, c'est ça? Ouais. 2 en Israël, 1 au Mexique. C'est ça. Tu es monté 370e à ton meilleur en 2013. Ouais. À partir de 2016, tu te lances dans le coaching avec ton frère Julien Benetto, qui venait de se séparer de Loïc Courteau, rappelé par Yannick Noah en Coupe Davis. Exactement. Julien est ton aîné de 4 ans et demi. Quand vous étiez tout jeune, il est parti au pôle de Poitiers puis à l'INSEP. Ouais. Et pendant 10 ans, vous êtes surtout vu les week-ends de famille. Ouais. Tu dis dans un article pour l'équipe que vous n'aviez pas vraiment eu cette relation de frangin qui tourne à la relation de pote quand on devient ado et qu'on commence entre autres à parler des filles. Ouais, non, c'est vrai. Mais vous entendiez hyper bien, vous regardiez les matchs de l'OM, les cassettes VHS de Michael Jordan et vous jouiez à la console. Et il y a un truc qui m'a surpris, c'est qu'à la console, tu n'avais pas le droit de gagner. Pourquoi? Ouais, je pense que c'est quelque chose de, c'est la relation de frère qui veut ça. C'est qu'un grand frère va pas accepter de perdre contre son petit frère. Donc c'était, je disais en rigolant que je le battais souvent, mais je le battais rarement. Mais quand ça arrivait, il était très énervé. Donc voilà, je savais que si je gagnais, il allait y avoir une menace de représailles. Pas physique, ou du moins pas violente, mais il pouvait y avoir des représailles, ouais, effectivement. Mais oui, on n'a pas eu la relation de frères qui ont grandi ensemble. Voilà, lui, il est parti à 14 ans de la maison, puis moi aussi, après, je suis parti à 14 ans, et lui, quand il avait 16 ans, il est allé à INSEP, donc ça s'est enchaîné, tout ça. Donc, cette partie-là de la jeunesse, on l'a pas partagé. Ouais, en effet, toi, t'es aussi parti à Poitiers. Mais après, tu choisiras plus tard les États-Unis, où tu as joué pour une univ et passé une licence en business management avant de te lancer sur le circuit. Exactement, c'est ça. On pourra revenir dessus. Dans l'entre-deux, après le circuit et avant le coaching, tu as suivi une formation de journalisme à Paris. Ouais. Tu l'as prématurément arrêté, ainsi que ton stage à l'équipe 21, quand Julien t'a donc proposé de devenir son coach. Exactement. L'aventure durera 2 ans.
et tu la concluras par un message assez touchant le 27 décembre 2017. Je te cite, je vais te citer. 2 ans, c'est long, c'est court. 2 ans de voyage et d'hôtel. 2 ans pendant lesquels la victoire et la défaite sont tes juges. 2 ans de vestiaire, de salut Roger et de faire comme si tout était normal. 2 ans de douleur parfois et de plaisir souvent. 2 ans de partage qui en valent 10 et qui sont passés bien vite. 2 ans gravés à jamais. 2 ans passés entre frères. Bref, 2 ans de bonheur. Ouais. Beau message, très beau message. Aujourd'hui, tu animes le podcast Échange en collaboration avec Eurosport, sur lequel tu invites des joueurs à parler de leur carrière dans un cadre assez intimiste. Tu co-présentes également Deep Impact avec Arnaud Di Pasquale, toujours sur Eurosport. Ouais. Ta reconversion semble toute trouvée, mais j'ai quand même trouvé 2 projets qui ont disparu de la circulation. Dis-moi. Un blog que tu tenais à l'époque qui s'appelait L'autre circuit par l'autre Bennett. Ouais, bien sûr. Tu pourras peut-être nous en parler. Et avant de cartonner avec Échange, je suis tombé sur Pod Courte, un format avec Courte Mag, dont tu as fait un épisode hyper cool d'ailleurs avec Noah Rubin. Noah Rubin qui tient bien une raquette. Donc voilà, j'ai trouvé marrant. marrant. Je peux en dire plus, c'était pas avant Échange, c'est parce que maintenant je suis devenu donc producteur. Et je produis le podcast du magazine Courte, de Courte Magazine. Et en fait, Pod Courte, c'est un podcast tennis, donc il va y avoir plein d'intervenants. Donc moi j'ai fait le premier épisode, mais il va y avoir d'autres journalistes qui vont faire les autres épisodes et qui vont intervenir et parler de tennis différemment, avec des angles différents, avec des histoires. Donc voilà, ça se lance gentiment et tout est en cours là. Ah, très bien, très cool. Voilà. En effet, ouais, je pensais que c'était avant de marcher avec Échange, mais Non. mais très cool que tu aies des projets qui viennent se greffer. Et en fait, personnellement, je me disais que c'était des petites pierres un peu de l'ombre qui t'avaient mené vers des trucs qui marchent un peu mieux aujourd'hui, qui fonctionnent plutôt bien. Mais Non. En fait, ça fait partie. J'ai une activité de producteur de contenu voilà, de réalisateur, et ça fait partie des choses que je fais. Donc là, pour le magazine Courte, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que je conseille à tous les fans de tennis. Ouais, les articles sont incroyables, Ouais, de qualité. J'aime beaucoup collaborer avec ce magazine-là. Yes. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose de primordial à ta présentation? Ouais. Alors avec la période compliquée qu'on connaît, et donc pour le tennis, pas de Roland-Garros, mais je devais sortir le dictionnaire amoureux du tennis chez Plon, coécrit avec Laurent Binet, qui est Grand Prix de l'Académie française, qui est un romancier foot tennis. Et donc ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Donc il est prêt, on a reçu les premières épreuves, on travaille sur les corrections et tout ça. Et donc voilà, ça va sortir. Si Roland Garros a lieu en septembre, ça va sortir en septembre. Sinon, on est en train de réfléchir sur la meilleure sortie. Voilà, ça fait plus de 600 pages. C'est des anecdotes, des portraits, et aussi des prises de position, aussi ce que je disais, des portraits, des chroniques. Donc ouais, j'ai hâte de ce projet-là. Très bon ça. Ouais. Pour revenir vraiment au tout début, est-ce que tu peux nous dire comment, forcément ton frère a ouvert la voie en jouant au tennis, mais comment toi t'as suivi et pourquoi pas avoir choisi un autre sport? Comment ça s'est passé au tout départ? Le tennis chez nous, il commence par notre grand-père qui était maître professeur de tennis dans un petit village d'Auvergne. Et on disait maître professeur à l'époque, c'était le plus haut grade d'enseignant de tennis. Et puis mon père nous a transmis cette passion-là sans avoir été un bon joueur de tennis. Il a été 15-3 à l'apogée de sa carrière, je crois. Ce qui est très bon, hein, mais voilà. Et puis effectivement, Julien, lui, a très vite joué, très vite bien joué. Et puis on faisait du tennis, du foot. Moi, pareil, j'étais gardien de but. J'étais pas mal, pas mauvais. Sauf qu'au tennis, on est détecté plus tôt. Et puis la fédération française s'est assez vite manifestée quand j'avais 11 ans, 12 ans. Très vite, on fait des rassemblements à Roland-Garros en disant voilà, ça commence par la ligue, par la région, et puis après ils veulent nous voir à Paris. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, voilà, moi on parle vraiment
on est une famille on est des fous de sport. Le tennis, il y en avait tout le temps à la télé. Voilà, génération Agassi, Sampras, Becker, toute cette génération-là nous a vraiment passionnés, portés. Et puis après, ça a continué avec l'arrivée et l'avènement de Roger. Mais bon, Roger voilà, moi je l'ai commencé à le voir, je sais pas, quand je vais dans le tournoi junior avec mon frère. Et donc voilà. Mais oui, c'est comme ça que la passion du tennis est arrivée chez moi. Est-ce que tu peux nous faire la chronologie de ta progression au classement français? Oui, je la connais par cœur. Je suis une petite parenthèse, je suis toujours étonné il y a certains joueurs qui parfois ils savent plus trop s'ils ont été 3-6 ou 2-6. Pour moi, c'est impossible, c'est inconcevable. Bon, je trouve qu'on sait. Figure-toi que jusqu'à maintenant, tout le monde m'a. Alors après, c'est dur de se dire minime, cadet, machin, mais tout le monde se souvient à peu près des. Bon, tant mieux. Ouais. Non, mais parfois, alors c'est souvent des joueurs qui ont été peut-être un peu plus moyens et ils aiment bien se rajouter un classement ou deux et pour moi c'est pas possible. Bon bref, donc j'ai fait non classé 32. 32, j'ai fait une très belle année, j'ai fait 32 15-3, 15-3 15-2, 15-2 15-1. Ouais. Après 15-1 4-6, 4-6 1-6, -2 -4, -4 -15. -15, -30, et puis après j'ai été numéroté. Alors c'est les numéros là, je crois que j'ai été 52. C'était à l'époque où il y avait pas je suis un vieux maintenant, il y avait pas entre 60 et 100. Maintenant il y a ça, il y a plus de -30 et voilà. Ok. Et après j'étais numéro 52 et au mieux en France j'ai été numéro 36. Voilà. Ok. Et tu sentais que, parce que ça a été hyper régulier jusqu'à Négat, Ouais. et après à Négat, tu t'as fait tous les paliers un par un. Tu Mhm. sentais que tu avais un peu plus de mal ou que tu avais encore de la marge ou comment tu as. Ouais, le problème de ça, c'est de cette période où tu arrives négatif, donc j'arrive quand je suis -2, -4, -15, je commence à tourner junior, et clairement en junior, alors j'ai pas trop mal joué, j'ai fait une finale en groupe 2, en grade 2, enfin voilà. Mais bon, moi je faisais partie d'une génération, il y a Gasquet quand on avait 15 ans, qu'on commençait les juniors, lui il était à Monte-Carlo. Gaël, mon fils, qui est de l'âge de 16 ans, donc avec 2 ans d'avance, il gagnait des grades 1 en Allemagne et en Hollande. Il y avait Jocelyn Ouana. Donc on était une génération, voilà, c'était. Et donc clairement, effectivement, je me suis rendu compte que, enfin, moi, j'étais pas à ce niveau-là et voilà, c'est ok de se le dire. Et je pense que ça joue parce qu'on est dans une espèce de on est dans le même train, mais on n'est pas dans le même wagon. Ouais. Et donc voilà, moi j'ai mis un peu plus de temps, c'est vrai. Physiquement, bon là, je suis grand et costaud maintenant, mais j'ai mis un peu de temps quand j'avais 14, 15, 16 ans, beaucoup à bouger et à gérer cette taille-là. Et puis tennistiquement, voilà, effectivement, moi c'était un peu plus laborieux, faut pas se cacher. Un rappel pour nous filer un coup de main qui fait la diff sur le long terme. Mets-nous un like si t'es sur YouTube, 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast ou Spotify, et un commentaire sympa, c'est un moteur incroyable qui nous permet d'avancer. Et en plus, ça te prend 4 secondes, alors merci. Tu as accès à la 8e masterclass dédiée au service avec Caroline. Tu vas pouvoir optimiser ton geste, gagner en vitesse, environ 15 km/h, ça aussi ça fait la diff, en précision et fluidité, sans que ça soit le bagne à l'entraînement, grâce à ses 10 ans d'expérience et plus de 150 joueurs pro analysés. Pour arrêter d'enchaîner les doubles fautes, le lien est juste après. Est-ce que tu as été un des premiers à être passé par la Fédé à partir aux US ou pareil, Non, été j'ai ouvert? pas été l'un des premiers. Enfin, j'ai fait partie des premiers. Alors, il y a eu des pionniers du tennis universitaire aux États-Unis. Je parle des années 80. Il y a Daniel Courcol, mais des joueurs qui ont été première série, hein, des très très bons joueurs de tennis. Daniel Courcol, il y a eu Olivier Levent, génération un peu plus vieux que Carnot Di Pasquale. Il y a eu Rémi Barbarin,
qu'on connaît comme préparateur, préparateur physique et puis aussi un peu entraîneur de tennis. Ouais. Donc voilà, ça c'est des joueurs qui sont partis en université très très tôt. Il y a eu Jean-Noël Grinda aussi. Mais effectivement, il y a eu une sorte de boom autour de notre génération. Il y avait 2 joueurs qui étaient assez bons. Ils avaient, je crois, même gagné les championnats de France en junior ou en cadet. C'était Mathieu Dehaene et Jérémy Dréan. Ils étaient un an de moins que moi. 87. Eux, ils sont tous les deux partis à UCLA. Moi, je suis parti à Florida. Il y avait déjà un Français qui s'appelle Alexandre Lacroix, qui aujourd'hui maintenant vit à New York, fait de l'immobilier, donc voilà, fait complètement autre chose, mais qui a été moins 30. Et puis après, effectivement, il y a eu toute une génération qui nous a, enfin pas suivis, mais on était comme nous, quoi. Il y a Alexis Musialek, Stéphane Pirot, Nassim Slilam, c'était de bons joueurs hein, qui ont été bons dans les juniors. Florian Dieppe, et puis maintenant voilà ça a augmenté. On se retrouvait à pas mal de Français, c'était sympa. Et comment t'es parti? Comment t'es venu l'idée? Est-ce que t'as fait appel à un agent ou t'as traité direct avec une... Non, j'ai traité direct. Alors moi l'idée elle m'est venue. J'étais en vrai burn-out du tennis et du tennis sur le circuit secondaire où j'étais au fin fond du Mexique. Je jouais. Donc c'était avant que ma deuxième carrière entre guillemets. Là j'ai entre 18 et 20 ans et j'étais sur le terrain de tennis pas heureux. J'étais très nerveux, très émotif et je suis au fin fond du Mexique et je prends la décision là-bas vraiment d'arrêter et de me dire bon bah voilà c'est pas fait pour toi, tu perds tes moyens. Et donc voilà quoi faire après cette décision-là qui était sûre parce que je voulais pas. J'étais vraiment très malheureux sur le court. J'ai commencé un peu à m'enseigner et puis il y avait un entraîneur français qui était assistant coach à l'université où je suis allé, à l'université de Florida, qui s'appelle Jérémy Bayon. Et donc voilà, c'est comme ça. J'en ai parlé un peu à droite à gauche et puis je me suis rendu compte que j'avais pas mal de gens dans l'entourage tennis qui étaient allés aux États-Unis et ils ont eu le coach que j'ai eu moi à Florida, il l'avait eu, par exemple, je parle d'Olivier Levent ou de Rémi Barbarin, il l'avait eu à Mississippi State. Donc voilà, c'est une espèce un peu de réseau et de recommandations qui a fait que je suis parti à Florida et que ça a été génial, quoi. Du coup, tu étais déjà sur le circuit depuis combien de temps? Et est-ce que tu peux nous raconter ton premier point ATP? Alors j'ai joué vraiment le circuit pendant 1 an et demi avant de partir aux États-Unis. Ouais. Et ouais, mon premier point ATP, bien sûr, je me souviens, c'était au Futur de plaisir. Ok. Futur de plaisir. Et je me souviens, c'était contre un joueur qui était Steve Meyer. Ouais, d'accord. De moins 15 à l'époque. C'est un mec très sympa. Bon, je crois, je jouais pas mal de fois, voilà. Je crois que c'était, je me souviens très bien, c'était mon premier point ATP sur le terrain du fond là-bas un plaisir. Et payer tes déplacements et tes frais sur le circuit à ce moment-là? Ouais, parce que j'étais plus à la Fédé. En fait, moi j'étais en pôle France avec la Fédé jusqu'à 18 ans. Puis à 18 ans, la Fédé a fait le choix de garder vraiment, ils ont mis le paquet sur Gaël et Jocelyn, Ouana. Et donc, voilà, le reste, on était une génération de joueurs à moins 15, moins 30. C'est Sébastien Louis, moi, Vincent Millot a vraiment bien joué et a percé plus tard. Donc voilà. Et comment tu faisais? Tu faisais des matchs par équipe pour te payer tes déplacements ou... Je faisais des matchs par équipe. Mes parents pouvaient, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui pouvaient m'aider. Et puis ouais, je faisais des matchs par équipe. Depuis que j'avais l'âge de 16 ans, 15 ans, j'arrivais à trouver des clubs. Je suis resté le plus longtemps au tennis club de Bourg-en-Bresse. Et puis après, j'ai intégré un super club qui est le tennis club de Lyon. Un club historique en France et c'était génial aussi. Et ouais, effectivement, ça me finançait pas mal mes tournois et puis j'avais la chance d'avoir mes parents qui m'aidaient et puis voilà quoi. Financièrement, c'était tu gagnes pas ta vie, hein. Et tu montes combien du coup avant de partir aux US? Ouais, je suis monté, j'étais nul, 800. C'est fou quand même de se dire qu'il y a avec 8 points. C'est fou de se dire qu'il y a 800, 900 mondiales dans le monde. On se considère encore comme nul. Enfin,
Enfin, Le rêve, c'est, enfin, tu vois, c'est comme moi, on me demandait ce que je voulais faire plus tard, c'était d'être numéro 1 mondial. Donc, ouais. alors quand ça arrive, bah, c'est beau parce que tu l'avais dit avant, mais il y en a combien qui l'ont dit qui ne l'ont jamais été. Oui, enfin, c'est nul par rapport aux objectifs que je me fixais et à mes ambitions. Mais après, c'était nul aussi parce que j'avais 18 ans et que je découvrais Paris et que effectivement, je pense que j'avais pas du tout j'étais pas assez rigoureux dans l'hygiène de vie qu'il fallait avoir pour aller au plus haut niveau. C'est-à-dire un Je peu, m'entraînais dur, mais je pouvais céder aux tentations, quoi. c'était quoi? Tu sortais avec tes potes, tu buvais des coups, Bah, j'ai découvert, j'ai vécu dans un centre, on était 8 joueurs de tennis de la Fédé, parce qu'en même temps de l'INSEP, il y avait un pôle France à Grenoble. Moi, Ouais. j'étais dans le pôle France à Grenoble. Et là, on était 8 mecs perdus au fin fond de la campagne de Grenoble. Il fallait nous voir quand le week-end, on avait la sortie, on allait au centre-ville de Grenoble. On avait l'impression qu'on allait en boîte de nuit. Hein. Et on allait juste aller au ciné et se faire un McDo le dimanche après-midi. On était bien tous les 8 là à prendre notre bus. On était magnifiques. Donc, Et, euh, et donc, ouais, je suis arrivé à Paris, j'ai découvert un peu la vie, la nuit, ce que c'est pareil, la séduction, parce que on n'avait rien, quoi. Et puis moi, j'étais un peu en retard, donc voilà, il y avait. Mais à l'époque, je le vivais pas très bien. Maintenant, avec le recul, ça va. Mais je pense que j'ai pas fait avant 18 ans, ben, il a fallu que je les fasse quand même un moment, quoi. Et ouais. donc, alors c'est pas des grosses, hein, mais ouais, je les ai faites. Et donc, effectivement, c'est pas très compatible avec la vie de, de joueur de tennis de haut niveau et de sportif de haut niveau. Donc, tu traites directement avec l'assistant coach des US. Voilà. Et en Bon, fait, ah, moi, il y a un problème qui se pose quand je vais aller aux États-Unis, c'est que j'ai déjà joué 2 ans ou un an et demi le circuit, donc il faut avoir le statut d'amateur et tout ça. Donc, en fait, j'ai pu aller aux États-Unis et j'ai pu aller en fac, mais j'ai pas joué pendant la première année. Et c'était une année de pénalité, en gros, que la fédération universitaire américaine, qui est très stricte et très regardante sur les règles, a imposé. Donc voilà, pendant un an, je me suis entraîné et voilà, j'ai étudié. Mais ça franchement, c'était génial. ça t'a permis de couper un peu et de te ressourcer du burn-out que tu ressentais au fin fond du Mexique, là. Ouais. Et puis surtout, j'étais heureux, quoi. J'étais de nouveau heureux de jouer au tennis et donc c'était génial. Et tu ressentais quoi cette première année en Floride où il fait quand même beau 350 jours Mm. l'année? Ouais, c'est une bulle, tu rentres dans une bulle. À l'époque, c'était moins. Alors bien sûr, on avait Internet et tout ça, mais il n'y avait pas les réseaux. Enfin, tu vois, on n'était pas. J'avais pas autant d'informations que maintenant on pourrait avoir, où tu peux aller sur le site et tu fais une visite 3D du campus. Je savais pas trop dans quoi je m'engageais. On me parlait vaguement des ambiances de football américain, de basket, mais moi je me suis dit leur truc de mascotte et de devenir un Gator, parce que la mascotte de ma fac, c'est l'alligator de Floride. Ouais, j'y adhérais pas. Et ben, ça a été tout le contraire. Donc, je suis arrivé là-bas, tout de suite, je me suis fait choper par ça. Ça a été franchement exceptionnel. Je suis entré dans une bulle. Tout est fait là-bas vraiment, tout est fait là-bas pour progresser, pour que tu te sentes bien, pour que tu représentes l'université de la meilleure des façons. Pour eux, tu es une espèce d'investissement où ils se disent, voilà, on va chercher euh, un très bon joueur de tennis français, on va lui payer ses études et en retour, et ben, quand il va voyager, quand il va jouer, défendre les couleurs de l'université, ben, il va nous rendre cet investissement en termes d'image et en termes de communication. Donc franchement, c'est exceptionnel. Tout est fait pour que tu te sentes bien. On nous voyageait en jet privé de temps en temps, on voyageait en Rockstar Bus, tout était payé, on avait les meilleurs équipements possibles et imaginables. Un stade de 90 000 places de foot, une salle de 15 000 places en basket, des champions olympiques en natation, Ryan Lochte, le recordman du monde et le champion olympique du triple saut qui est Christian Taylor. J'étais en cours avec lui. Bon, j'étais aussi en cours avec Aaron Hernandez, le joueur de foot qui était au New England Patriots et qui a fini par
par être inculpé pour triple homicide. Il y a une série Netflix sur lui en ce moment, donc voilà, je vous la conseille. Bah, c'était un pote de classe. Voilà. Bah, c'est monstrueux. Et évidemment, avec ton classement, tu avais bourse à 100%. Il te restait quoi à payer? Ouais. J'ai payé un tout petit peu la première année parce que voilà, je j'étais pas éligible aux yeux de la fédération universitaire, donc c'était un peu le deal que j'avais avec le coach. Je devais payer ma première année puis après la bourse complète. Euh, donc oui, il restait à payer parfois un peu de bouffe, mais vraiment pas grand chose quoi. Un peu de picole en sortie. Ouais, mais c'est bizarre parce que le rythme était quand même assez effréné. Alors bien sûr, quand on pouvait sortir, on le sortait, on se gênait pas, mais franchement, le rythme c'était on se levait à 7 heures du mat, on allait en salle de muscu à 7h30, 8 heures. Après, on allait en cours, on déjeunait, on s'entraînait toute l'après-midi. Le soir, on retravaillait. Donc t'étais pris dans un truc, mais c'était ok. Alors après, bien sûr, oui, on a fait, c'était très sympa, c'était une expérience universitaire comme on peut l'imaginer. Non, c'était génial. T'étais en même temps que Joachim Noah ou pas? Je suis arrivé juste après que lui soit parti aux Bulls. Je l'ai vu plein de fois parce qu'il revenait s'entraîner de temps en temps. Il était resté très proche des joueurs et du coach de Billy Donovan, le coach maintenant il coach en NBA, mais c'était le coach de l'équipe de basket à l'époque. Et donc ouais, je l'ai côtoyé pas mal de fois, notamment en soirée de temps en temps. Et en termes d'entraînement pur, Ouais. t'as progressé, tu revenais en France, tu jouais de ton tennis? Ouais, oui, j'ai progressé. Après, c'est compliqué. On n'est pas dans un entraînement comme on peut connaître en France où c'est très personnalisé. Enfin voilà, dans une équipe de tennis, il y a 6 joueurs titulaires et puis il peut y avoir jusqu'à 10 joueurs entre des remplaçants, des gens qui sont des joueurs qui sont là et qui payent leurs études et qui payent leur place. Enfin voilà. Donc on n'était pas facile d'avoir un entraînement individualisé, personnalisé, tout ça. Mais ouais, bien sûr, j'ai progressé physiquement, j'ai progressé dans l'attitude, dans la gestion du stress. Il y a plein de domaines où j'ai progressé. Ouais. C'est marrant parce que j'étais en Alabama, juste au-dessus, Ouais. en Division 1 aussi, et Ouais. ça me replonge dans pas mal de souvenirs. Mais du coup, C'est génial. ouais, c'est incroyable. Du coup, l'été, quand tu revenais, tu faisais des tournois. J'essayais de faire quelques tournois. Il y a un été où j'étais blessé, je m'étais fait une hernie inguinale. Donc il y a un été, je suis rentré, je pouvais pas jouer, puis je suis reparti plutôt en passant par Philadelphie pour me faire opérer là-bas. Mais sinon ouais, je jouais des tournois, je jouais quelques futurs. C'était un peu pour maintenir le niveau, parce que après, enfin voilà, l'objectif, je pouvais pas monter, je pouvais pas, enfin tu vois là, c'était pas nécessaire quoi. Et mentalement, t'en étais où? Parce que de faire tes études, de rêver de choses, enfin, de te mettre un peu plus dans le concret, comment est-ce que tu as fait pour Ouais. sur le circuit finalement? En fait, quand j'étais là-bas, je me suis dit bon, qu'est-ce que je veux faire? Je veux rentrer. Je commençais à me projeter que je vais rentrer. Est-ce que j'enchaîne sur un master? Et en fait, j'avais toujours en moi cette envie de devenir joueur de tennis professionnel et d'y arriver. Et donc, je me suis dit, écoute, t'as ton diplôme, voilà, et tu peux y aller, quoi. Tu peux y aller, t'as ça au moins, et puis après, tu verras, mais ouais, je regrette pas parce que en revanche, très vite après, je suis monté enfin voilà, je crois que le premier tour que j'ai à mon diplôme, je le gagne, je crois, au Mexique. Ouais, c'est ça. Beaucoup plus fort et plus armé que dans ta première partie de carrière? Et puis au-delà du niveau, j'étais soulagé, quoi. J'avais cette sécurité-là d'avoir un diplôme et voilà, j'étais tranquille. Ouais. J'étais tranquille, je me sentais fort, mais au-delà de ça, j'étais tranquille mentalement. Donc, Juste avant d'aller trop loin dans la chronologie, est-ce que tu peux nous rappeler une anecdote, je sais pas, de dingue que tu as vécu aux US pendant les 4 ans, pendant une rencontre peut-être où c'était la folie ou un match? ouais,
Ouais. Bah, on est qualifié pour ce qu'on appelle les Sweet 16 des NCAA, donc c'est les huitièmes de finale du championnat américain. Et là, toutes les équipes de tout le pays. Et là, on est à Georgia, donc université, c'est l'université rivale de mon université qui est Florida. Donc en gros, je sais pas, c'est Marseille PSG, quoi. Et on joue contre Georgia à Georgia. Le match commence à 18h et le stade à Georgia, je sais pas, il fait 4000 places, un truc comme ça. Et là, on arrive, mais on se fait, ils nous détestent, quoi. On se fait mais insulter et tout ça. Et en fait, les mecs, donc le stade est rempli et puis c'était chauffé toute la journée, ils avaient bu et moi je me souviens, je jouais numéro 3 et j'allais chercher ma serviette et les mecs étaient tellement bourrés, j'arrivais à sentir leur haleine chargée de bière et de vodka. Voilà, ils insultaient mon frère de tous les noms. C'est la meilleure atmosphère dans laquelle j'ai joué au tennis, quoi. Alors après c'était hostile, mais c'était génial. Ils ont une pratique que je connaissais pas qui s'appelle le tailgate. Ouais, voilà, Sur les parkings exactement. sur les parkings de stades de foot américains où Ouais, les gars ils font des barbecues entre deux bagnoles et ils s'enquillent des ouais, bières pendant 4 heures. Putain, exactement. c'est incroyable. Ok. Et du coup, tu repars combien de temps sur le circuit? Comment s'est passée cette deuxième partie de Ça ta- dure, je crois que ça dure 2 ans. Je joue bien. J'ai des balles de match contre des top 100. Je commence à jouer les challengers. J'ai balles de match contre Joao Sousa au challenger à Guimarães au Portugal chez lui, qui était tête de série numéro 1. Moi, j'étais à peine rentré. Et puis je mène 6-4, 5-4, 40-15. Il était 70e mondial, un truc comme ça. Et 3 mois plus tard, il gagne Kuala Lumpur en finale contre mon frère. Et mon frère menait 6-4, 5-4, 40-30. Ouais, ça c'est en 3 mois à 3 mois d'écart, c'est des anecdotes assez drôles. Ça en dit, voilà, je pense que à un moment, je jouais bien, quoi. Je me sentais fort, je me sentais capable de rivaliser sur le circuit affirmé Challenger. En revanche, au bout d'un moment, voilà, fallait gagner ces matchs-là. Je les ai pas gagnés. J'ai eu balle de match aussi contre Pospisil au Mexique, en Challenger. J'ai eu voilà, j'étais pas loin de au moins confirmer un niveau et voilà, ça m'a amené 370e mondial. Et puis après, j'étais 370. Enfin, ouais, à ton meilleur. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de jouer des qualifs de Grand Chelem, mais à quoi bon? Est-ce que ça va changer ta vie si tu arrives à être 250e mondial, sachant en plus tu connais les efforts qu'il va falloir faire? Et puis quand cette réponse a été très claire pour moi, je me suis dit, bah, ok, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis voilà, puis ça c'est après, je suis passé à autre chose, quoi. Est-ce que tu peux nous sortir ta pire galère sur cette jungle des futurs, des challengers? C'est des voyages dans des cars douteux au fin fond du Mexique parce que c'est moins cher que de prendre l'avion. Donc c'est des 8 heures de car où on part, t'arrives le lendemain matin dans un autre endroit, tu sais pas où t'es. Si en plus moi j'aimais bien la solitude, donc j'étais pas forcément avec d'autres Français et j'aimais bien partir seul. C'est pas une pire galère parce que c'était simple, c'est sympa quand j'y repense. C'est ouais, 7 heures de route au fin fond de l'Ouzbékistan avec Lucas Pouille, où on arrive, donc on fait Paris, on se retrouve à l'aéroport de Moscou avec Lucas, et après Moscou, Tashkent, je crois. Et on jouait dans un endroit une petite bourgade qui s'appelle Karchi. Et donc j'arrive là-bas, pas de bagages pour moi. Donc déjà chiant. Il y a un mec où on arrive là-bas, on change de l'argent liquide, on donne 100 $ et là il nous sort changer 100 $, bah, ça représente des liasses et des liasses. Et puis là, on est parti 6 heures dans une voiture avec un mec, même pas chauffeur de taxi officiel, tous les deux. Et voilà, et Ouzbékistan, vraiment un pays où on sent voilà, le poids de l'ex-URSS. Donc voilà, on a croisé quelques moutons, beaucoup de nids de poules et on est arrivé à bon port. Voilà. Putain, Mais tout ça c'était pour jouer au cool. tennis, c'est quand même fou.
Ouais. C'était un challenger. Est-ce que tu es du genre à péter des câbles de temps en temps? Si oui, est-ce que tu as un plus gros pétage de câbles qui te revient? Ouais, c'était péter des câbles, ouais, oui, bien sûr, j'ai cassé des raquettes. Un gros pétage de câbles, non. Un truc où tu étais incontrôlable, non, non. Après, j'ai dû faire preuve de mauvaise foi et d'énervement comme tous les joueurs, mais une fois, je jouais, c'était quelques, ouais, c'est Produit Futur où tu faisais quelques futurs comme ça aux États-Unis quand j'étais juste vers la fin de mon diplôme. Et je joue en qualif le joueur de double John Peers. Je sais pas si Ouais. tu vois qui c'est. Il est en double, il est monstrueux, il est numéro, enfin, il est parti des 10 meilleurs joueurs mondiaux en double. Il a gagné des grands chelems et tout ça. Et franchement, je jouais bien et je mène assez facilement 6-4, 5-4. J'ai break, je sers pour le match. Mais là, il me vole un point, mais un smash. Mais tu vois, tu sais, c'est pas la balle, même pas 50 cm à l'intérieur, c'est 1,50 m à l'intérieur. Et sauf que c'est des tournois qui ne sont pas arbitrés, c'est des qualifs, voilà. Et donc là, j'ai fait quoi? Mais c'est pas possible. Enfin, voilà, il essaie clairement de me la faire à l'envers. Là, le superviseur arrive, je peux pas, donc on vous remettez le point. Et là, au moment de remettre le point, il me change le score du jeu. C'est-à-dire qu'au lieu de dire 30-15, il dit 15-30. Et là, je fais, mais non, mais donc il essaie une deuxième fois de me la faire à l'envers. Donc là, je dis, mais non, mais c'est pas possible. Et donc là, le superviseur dit, bah, vous êtes d'accord sur quel score? Bah, au moins, il y avait 15A puisqu'il y a eu 30-15 ou voilà. Et donc là, le mec, on est reparti. Donc je me suis fait, et donc j'ai quand même gagné. Ouais. Mais là, à la fin du match, j'ai failli, parce que vraiment, c'était un essai de vol caractérisé, quoi. Et carabiné. Ouais. Et du coup, tu as cette prise de conscience où tu te dis que tu n'es pas prêt à faire les efforts nécessaires pour partir à mettre le coup de collier pour aller sur les qualifs. Non, j'ai ça et là, question niveau, c'est que clairement, y a- c'est très fort, quoi. La concurrence est violente, ça coûte très cher, et il y a des joueurs qui ont le niveau de jeu moyen nécessaire pour passer à travers ces étapes-là et ben voilà. Et moi, je n'avais clairement pas ça, donc faut savoir. Enfin voilà, je suis très honnête et j'ai su me dire, bah ouais. Si tu as vraiment très 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 peu de chances d'y arriver, si tu donnes tout à fond, voilà. Donc au bout d'un moment, je me suis dit bon bah faut prendre les bonnes décisions. T'as 26, 27 ans, voilà. Il y a une vie à construire et c'est ok. T'as tout donné et j'étais vraiment en accord avec. J'ai pas regretté une seconde quoi. Tu voyageais tout le temps tout seul, sans coach? Ouais, si, il m'arrivait, en fait, quand j'ai bien joué, la Fédé m'a aidé, j'ai réintégré le centre national d'entraînement à Roland-Garros. Et là, il y Ouais. avait un entraîneur qui s'occupait d'un groupe et il nous arrivait d'avoir l'entraîneur quand on était en France, qui voyageait avec nous et c'était génial. C'était Aloïs Bust et Jérôme Potier. Ta saison, J'étais prêt à prendre ces décisions. ta saison te coûtait combien en moyenne, tu sais? Ah, ça coûte, pas les chiffres en souvenir, mais on est, on doit être entre. Je sais que la meilleure saison que j'ai faite, j'ai fini à 0. Voilà. Ok. Voilà. Mais la meilleure au taquet, en allant jouer à des tournois, des tournois français tennis pro pour payer, en faisant des matchs par équipe en France, en faisant des matchs par équipe en Allemagne, enfin voilà. Ouais. Vraiment, en faisant donc il y a des saisons qui m'ont coûté, c'est sûr, je sais pas, entre 5, 15. C'est dur, très dur. Du coup, dans la foulée, tu t'embrayes direct sur le projet dans le journalisme ou comment? Ouais, non, en fait, j'ai embrayé parce que, comme tu l'as dit en début, j'avais créé ce blog qui était relayé par l'équipe.fr, l'autre circuit par l'autre Vénette. Ouais. Et c'est comme, voilà, parce que j'ai une passion pour l'écriture assez tôt. Et voilà, c'était une façon de la vivre. Et donc, ouais, j'ai cherché une formation qualifiante et qui, en plus, par laquelle je pouvais travailler. Et donc j'ai trouvé cette formation-là, une bonne école de journalisme à Paris, donc le CFPJ, et puis un contrat en même temps à l'équipe 21. À Yes. l'époque, ça s'appelait comme ça. Et là, je faisais tous les sports, le foot, le rugby. C'était très plaisant.
J'aimais bien. Et puis j'ai appris vraiment ce que c'était ce métier-là, quoi. Et ton blog, l'autre circuit par l'autre Bennett, Il s'est arrêté après. mais il y a eu 2-3 anecdotes cool en rapport avec ça. Je sais pas, ça t'a apporté une ou deux opportunités. Bah, ça m'a apporté, grâce à ce blog-là, c'est comme ça que j'avais un petit pied dans le bâtiment de l'équipe, et je pense que ça a joué dans le fait d'obtenir un contrat là-bas pour cette formation-là. Je pense que ça a joué clairement. Et au bout de combien de mois et comment s'est passé le rapprochement avec ton frère? Donc moi, ça faisait presque 1 an et demi que je faisais cette formation et que je travaillais. Et Julien, donc lui, s'était blessé. Et là, Loïc donc se fait débaucher par Yannick Noah pour entraîner la Coupe Davis. Donc Julien, lui, veut reprendre. On est en 2016. Et il vient me voir, il me fait voilà, j'ai fait une liste des gens avec qui j'ai envie de travailler. T'es le premier nom sur la liste. J'ai besoin de quelqu'un qui me connaît par cœur. J'ai pas de temps à perdre. Je sais que tu connais le tennis, tu connais le milieu, tu me connais. Voilà. Je dis je te demande juste 2 semaines pour réfléchir. Alors ça c'est bien tombé parce que je commençais un peu à faire le tour et à me projeter justement donc à l'équipe 21, savoir si il y avait possibilité d'évolution dans la boîte. Tu sais, c'était une époque où on disait mais non, mais on a plus de sous, il y a pas de place, pas de contrat, rien, voilà. Donc voilà, le salaire en plus était franchement pas fou. Cette envie de faire partie d'un projet, de travailler avec mon frère, de connaître le circuit vraiment de l'intérieur. Enfin voilà, c'était très 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 excitant. Et donc en décembre 2015, en novembre 2015, je dis au Red Chef que je pars et on commence en fin novembre la période hivernale d'entraînement. Et puis voilà. Et Julien avait un classement protégé à ce moment-là ou vous repartiez vraiment? Ouais, il avait un classement protégé où vous pouvez l'utiliser 8 fois et qui était, je crois, aux alentours de la 50e place mondiale. D'accord. Donc il avait ce classement-là. On a clairement repris trop tôt, je pense, la compétition, mais il avait tellement envie que c'était pas facile de le contenir. On a commencé donc janvier 2016, le Challenger de Nouméa et les qualifs de l'Open d'Australie. En Australie, il perd c'était pas les qualifs du tout, pardon. Il avait classement protégé, il jouait le tableau final. Il perd au premier tour contre Almagro en 4-7. D'accord. Est-ce que tu te mets une pression particulière du fait que ce soit ton frère pendant la prépa déjà hivernale et Ouais. Je découvre tout, quoi. Je découvre ce que c'est d'entraîner quelqu'un au très très haut niveau. Je découvre ce que c'est de planifier une semaine d'entraînement, ce que c'est de planifier un entraînement, ce que c'est de planifier les partenaires. Ouais, il y a eu un petit choc. Et puis après, sur les tournois, c'est un rythme à prendre, quoi. Franchement, c'est rythmé, c'est du papier millimétré. Où à la fois, faut que tu aies la crédibilité pour pouvoir lui donner des conseils et qu'il faut que l'investissement soit à la même hauteur que le sien, quoi. Donc voilà, c'est lui le patron, mais c'est toi qui décides. Donc il y a cette ambivalence-là aussi à jouer et à gérer. Mais c'est en fait, très vite, c'est excitant, mais je me dis, ok, ça va pas être juste à la cool, voyager avec ton frère, tranquille, voilà. Il y a des résultats à avoir, mais ça a mis du temps, hein, à trouver le bon rythme, et ça a mis du temps. je veux dire, tu n'avais pas de BE forcément, donc comment tu Non. t'es formé, comment tu Énormément de discussions avec des entraîneurs français avec qui je m'entendais bien et énormément et qui m'ont aidé. Emmanuel Planck, Jean-Christophe Forel, Nicolas Renavant, Olivier Patience, Thierry Champion et on a de très 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 bons entraîneurs en France, et Olivier Ramos qui m'ont aidé et qui voilà, j'avais des questions et j'étais ravi d'apprendre. Moi, je suis très comme ça. Enfin, tu vois, quand j'ai voulu être journaliste, ou j'aurais pu, de par mon passé, dire, bah voilà, est-ce que je peux commencer par ça? Non,
fallait que je fasse une formation, il fallait que j'apprenne quelque chose. Là, j'étais pris par le temps, donc je pouvais pas faire ce DE et voilà. En revanche, ouais, j'ai beaucoup discuté, quoi. J'ai beaucoup observé, beaucoup appris, voilà, comme ça sur le tas. Et puis en discutant avec Julien. Tu disais que c'était un peu la découverte du très très haut niveau. Est-ce que du coup ça a mis en lumière les quelques lacunes que toi tu avais pu avoir, les quelques difficultés où tu n'étais pas forcément capable de faire l'investissement en plus? Enfin, est-ce que tu t'es comparé un peu à ton frère à ce moment-là en te disant ah ouais putain on est de la même famille mais on n'est clairement pas les deux mêmes hommes quoi. Ah, alors, j'avais pas besoin de ça pour arriver à cette conclusion-là. Ouais. Ça a été vachement important pour nous deux d'accepter ça, d'accepter cette différence entre nous deux pour pouvoir avancer, d'accepter que par rapport à une situation où il y a deux points de vue différents. En revanche, en l'observant, effectivement, j'ai vu une éthique de travail, une motivation à son âge avec les choses qu'il avait déjà faites et déjà accomplies, être capable de s'astreindre à cette routine, parce que comme il sortait d'opération, il avait un protocole quotidien qui était vachement lourd, quoi. Pour un entraînement à 10 heures, voilà, il arrivait 1h15 avant, il fallait se mettre en route, il fallait vraiment. Et en fait, ça, après, je l'ai vu sur le circuit où quand tu es dans des salles de gym et que tu vois les Koric, les Zverev, cette jeune génération, des Shapovalov, des Auger Aliassime, où les mecs ils sont dans la salle de gym et enfin voilà, avant d'aller sur le terrain d'entraînement de tennis, ils passent 1h15 à se mobiliser et à s'échauffer la moindre partie de leur corps, où ils ont tous leur protocole bah oui, c'est clairement quelque chose. Ouais, j'ai vu, quoi. Je me suis dit, et puis il y a aussi une façon de penser, hein. C'est des joyeux dingues, hein, tous ces championnes et ces champions. Ouais, on a affaire à des gens qui ont des failles, qui ont des névroses, qui ont des envies, qui ont des impulsions, l'instinct. C'est très jouissif. Moi, je suis un fou de ça. C'est très jouissif d'observer ça, ces personnages qui cohabitent dans cette vie parallèle pendant une année et qui sont ouais, c'est attachant, quoi. C'est prenant. En revanche, ça prend toute votre vie, quoi. Ça prend toute ta vie, ça te bouffe, quoi. Parce que c'est pas des semaines fixes, parce que c'est plus de 35 semaines sur la route, parce que c'est comme, enfin voilà, il y a que ça. Tu veux devenir un joyeux dingue, toi aussi. Et d'un point de vue financier, comment ça n'a pas été trop touchy de gérer avec son frère? Pourquoi? Écoute, franchement, non, parce que c'était clair d'emblée. Voilà, c'est ça. S'il y a des bons résultats, c'est ça des bons résultats. Franchement, il y a pas eu de problème. Je sais que, et si j'enlève le côté frère, je sais qu'il y a des joueurs qui font, enfin, où c'est moins clair, où c'est un peu plus touchy, et franchement, là-dessus, c'était. Mais il a été très honnête avec moi. Il m'a dit voilà comment voilà comment j'ai fonctionné avec mes entraîneurs, voilà comment je fonctionnais avec Loïc, voilà comment je fonctionne avec toi. C'était mieux payé qu'à l'équipe, non? Ouais. Tant mieux. Tu dis que vous avez mis du temps à trouver votre rythme de croisière et à creuser un peu la relation. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Alors, l'élément déclencheur, il y en a eu deux. Le premier, en fait, il reprend donc les 3 premiers mois où il joue. On rentre d'Australie où il était un peu juste physiquement, mais franchement, le niveau était plutôt là. Et puis on se dit, bah là, c'est la saison indoor en Europe, en France, des tournois qu'il aime bien. Un peu moins demandant physiquement, il se sentait bien, il commençait un petit peu à se libérer de ses freins mentaux d'un point de vue de déplacement et tout ça. On est à Marseille, et là il joue Zverev, le jeune. Ouais. Il fait un bon match et tout, et il se reblesse et là il se blesse au mollet. Il se fait une espèce de délongation et tout ça.
Et là, il reprend pour 6 semaines et là, c'était dur. Et en fait, arrive assez vite la saison sur terre battue, avant Roland-Garros, les Masters 1000 et tout ça. Et on se dit, ok, le but c'est d'être prêt et d'être bon là-dessus, mais il faut faire des matchs, donc on va aller faire des challengers en Italie. Ouais. On va être humble. Et il fait premier tour avec une wildcard du premier challenger et de deuxième challenger. Il n'a pas de wildcard dans le tableau final. On voulait pas utiliser son classement protégé. Et là, il fait deuxième tour des qualifs. Il perd en qualif d'un challenger. Chaud. Et donc là, on est dans le vestiaire après, dans un club un peu miteux en Italie. Et là, ouais, c'est très dur. À la fin de la discussion, on arrive à mettre des objectifs. Et il verbalise vraiment ses objectifs, redevenir compétitif, revivre des grands moments en tournoi, être capable de se mettre en situation de battre des bons joueurs, retrouver l'équipe de France de Coupe Davis. Voilà, en grosso modo, les objectifs. Et donc, à partir de là, il y a eu tout un plan qui a été mis en place pour qu'il soit essayer d'être performant sur terre battue. Et puis voilà, et puis donc ça a pris un peu de temps. Il fait une pas trop mauvaise saison sur terre battue. Il fait un bon match contre Gasquet à Rome. Il fait c'est pas mauvais. À Roland-Garros, il perd contre Pouille. En faisant un match pas dégueu, il perd en 4-7. Arrive Wimbledon et la saison sur gazon. Et là, il y a de nouveau un match pourri à Nottingham, pardon, contre Dodig, je me souviens. Et là, pareil, il est au fond du trou. Et l'idée, c'est de le remettre d'aplomb pour Wimbledon. Et en fait, à Wimbledon, c'est là le deuxième moment charnière, c'est que jusque-là, le tennis le rendait plutôt triste parce qu'il revivait pas de moments sympas. Mais là, il passe de nouveau un tour en Grand Chelem où il bat Marchenko au premier tour. Et ils font finale en double avec Roger Vasselin. Belle. Donc ça, c'était génial parce que de nouveau, il gagnait. De nouveau, et en fait, ça a laissé la place à quand même après des moments sympas, quoi. La tournée américaine, je le rejoins à Atlanta. Il bat David Ferrer, 12e mondial à Cincinnati. Enfin, voilà, il y a des moments sympas qui se passent. Et bon, voilà. Après, ça a été plus ou moins la vie de circuit normale pour n'importe quel joueur où il y a des victoires, des défaites, et voilà, quoi. Comment au départ, dans ces qualifs en Italie, plus sur le gazon là, à Nottingham, tu arrives à faire la part des choses et à pas trop prendre personnellement le fait qu'il gagne pas encore et à te dire putain ça se trouve c'est de ma faute, tout ça. Enfin, comment tu gères à ce moment-là? On peut pas gérer. Moi, c'est bien sûr mais j'ai envie de dire, il faut prendre personnellement. Parce qu'on est dans la même galère, quoi. On est ensemble là-dedans, quoi. Donc, il n'y a pas de distanciation à avoir. C'est des moments trop forts. C'est tellement violent pour lui, il peut pas en voir en face quelqu'un de lui qui prend du recul et il faut d'abord prendre en compte ses sentiments et ses émotions et puis après avec ça, ok, on avance. Mais il faut qu'il y ait un moment enfin moi c'est comme ça que j'ai vécu les choses, quoi. Il faut qu'il y ait un moment de partage, que ce soit. Enfin, on peut pas. Si on partage les moments de douleur, on va encore plus mieux partager les moments de joie et de bonheur. Donc voilà, ça a fait partie où il a senti que ok, on est ensemble là-dedans. Donc déjà, ça donne aussi confiance dans le travail qu'on va essayer de mettre en place, quoi. Et c'est le double, tu as senti qu'il l'a vraiment relancé à gagner, aller de l'avant? Le double a fait du bien. C'est cette sensation que le tennis pouvait encore le rendre heureux, de vivre des grands moments et qu'il en était capable, il était de nouveau capable de vivre des grands moments. Donc ça c'est génial. Ça prend du temps, quoi. Et quand on est la tête dans le guidon, on a parfois tendance à l'oublier. Et là, on l'oubliait. Mais ça prend du temps et finalement, ça en a pas pris tant que ça. Ça a pris 5 mois, quoi. Avec une blessure, avec une rechute au mollet de 2 mois, quoi. Donc, ouais. Tu sentais que tu étais en train de prendre une petite revanche, de kiffer aussi quand même le circuit principal, d'avoir un autre cadre de travail?
Non, enfin, j'étais pas trop dans la revanche. J'étais plus dans le putain. C'est génial, quoi. Je profite. J'ai accès et je vis des choses que j'ai toujours rêvé de vivre en tant que joueur de tennis et que par mon niveau pas assez bon, je n'ai pas vécu. Là, j'étais plus dans un truc de bah ouais, je profite et puis j'ai appris quoi. Et puis je me suis rendu compte que ouais, je me suis enrichi, j'ai appris plein de choses. Je dis ces discussions avec des étrangers, avec les autres joueurs français, avec ça a pas de prix quoi. Tant comme formation, ça c'est exceptionnel. Faire des entraînements avec avec des David Goffin, discuter avec Thomas Johansson, discuter avec tu vois, il y a des anciens joueurs qui sont devenus aussi entraîneurs, donc c'est très intéressant de discuter avec eux. Non, c'était vraiment vraiment enrichissant. Sportivement, les 2-3 meilleurs moments que tu as vécu avec Julien sur ces 2 ans, c'était lesquels? Oh bah alors c'est marrant. Alors, bien sûr, il y a la demi-finale de Masters 1000 à Bercy, notamment la victoire en quart de finale contre Cilic. Tout Bercy a été dingue. Il y a eu la victoire à Mouilleron-le-Captif en Challenger. Ok. Et où, tu sais, c'est pas le tournoi sexy, c'est pas, mais la semaine se passe bien. Et puis, il fait des super bons matchs, quoi. Ouais. Contre des guerriers des challengers. Il joue Youzhny au premier tour, il l'avait jamais battu. Youzhny encore top 100, là il le bat 7-5 au troisième. Il bat des Skugor 6-4 au troisième ou 7-5 au troisième. Il bat Roublev qui était pas encore, qui était juste dans les 100. Pareil 6-4, 7-5. Et en fait, il passe la semaine à faire des très bons matchs contre des très bons joueurs et c'est pas sexy. Et puis après, bien sûr, il y a eu Bercy. La finale à Wimbledon en double, c'est un grand moment. Son retour en équipe de France de Coupe Davis, c'est un grand moment. De belles victoires. La victoire de David Ferrer contre David Ferrer, qui était 12e mondial à l'époque, voilà, c'était génial. La victoire à Roland-Garros, en fait, je l'ai coaché pendant 2 ans et puis en 2018, il me demande juste de faire Roland-Garros et Wimbledon avec lui, chose que j'ai acceptée. Et là, il bat Leonardo Mayer en, sur le cours numéro 1 en 4-7 à Roland, et ça, c'était génial. Pour son dernier Roland, c'était génial. C'est bon, ça. Qu'est-ce que tu penses lui avoir apporté à ton frère? Je pense lui avoir apporté un autre discours et un autre point de vue où, alors, c'est pas facile à apporter à un joueur ou une joueuse de tennis parce que leur point de vue et leur façon de voir les choses les a nourris très fort grâce à ça. Et ça, il faut pas l'enlever. Mais en revanche, parfois, ce point de vue ou ces convictions-là peuvent être enrichies par d'autres choses. Et ces autres choses-là, je pense que j'ai pu lui apporter parfois des situations où il pouvait se frustrer ou mal prendre les choses. Bah, j'ai pu essayer de lui montrer que c'était peut-être pour son bien, une espèce de, voilà, parfois de recul sur les choses et qui est nécessaire pour pouvoir. C'est tellement demandant, c'est tellement obligeant comme discipline que parfois il faut respirer quoi. Donc voilà, des choses un peu plus tactiques. Enfin, j'ai envie de dire sur son identité de joueur où en fait c'était pas facile parce que il est capable d'être très offensif et d'être très percutant, mais ça passe à jamais Verdic, jamais Cilic, Julien. Donc voilà, il y a toujours une espèce de où il arrive à être. C'est sa régularité qui l'amène à être offensif. Voilà. Donc voilà, ça c'est parfois il pouvait l'oublier. Donc il y a ça ah oui et puis aussi c'était la prise de conscience que Julien c'est le genre de joueur où si son intensité physique baisse de 10%, son niveau de jeu baisse de 50%. Okay. Et ça, parfois il y a des joueurs qui peuvent compenser, parce qu'ils ont ils ont des facilités, et il n'en fait pas partie. Donc parfois c'était ça quoi. C'était d'essayer de lui faire comprendre que physiquement il fallait qu'il maintienne ce niveau d'intensité là pour pouvoir maintenir son niveau.
Et lui, qu'est-ce qu'il t'a apporté? Il m'a apporté, une rigueur. Qu'est-ce qu'il m'a apporté? Il m'a apporté plein de choses. Il m'a fait me rendre compte vraiment de ce qu'était l'exigence et la rigueur de ce tennis de haut niveau et de ce voilà, ça il m'a il m'a montré ça. Il m'a montré aussi que il m'a appris, où j'ai pu le vivre, qu'avec moi je pensais qu'il fallait pas avoir d'émotion au tennis, qu'il fallait arriver à les gommer, et je trouve qu'il a réussi à quand même vivre les choses intensément et fortement, et avec parfois des sautes d'émotion, mais en mettant de l'affect, et que c'était possible de faire des grandes choses avec ça. Donc ça j'aime bien. Pourquoi avoir mis un terme du coup à votre collaboration? Et comment ça s'est passé? Alors, pour être très honnête, moi j'ai eu le bonheur de tomber amoureux pendant cette période-là. Donc, il s'avère que quand on entraîne quelqu'un à ce niveau-là, ce que je te disais, c'est 35 semaines par an. Donc, c'était trop. Clairement, moi, je pouvais pas, ça me pesait vraiment. D'être si loin de la personne que j'aime. Donc voilà, il y avait ça. Envie de faire d'autres choses aussi, envie d'évoluer. Donc j'ai voulu évoluer dans le monde des médias. Donc voilà, j'ai commenté pour beIN, pour Canal+, enfin voilà, j'avais envie de tenter cette aventure-là, chose que j'ai faite, donc je suis ravi. Et puis ouais, et puis Julien, lui, son année 2018, il la voulait plus light, donc il avait pas besoin forcément d'un entraîneur qui fait avec sa femme et son fils. Donc franchement, ça tombait bien, c'était le bon timing. Si d'autres joueurs t'avaient approché pour te proposer un projet, t'aurais décliné gentiment en disant que Bah, je me suis posé la question, puis surtout qu'on commençait un peu à me dragouiller, je le sentais, certains joueurs. Et franchement, en fait, c'est simple, hein. Si on fait le choix de faire cette vie-là d'entraîneur et de cette carrière-là, c'est quelque chose qui te prend à plein temps et pour toute la vie, quoi. Derrière, tu peux pas faire, t'es obligé de rester dans ce microcosme-là. Et moi, j'avais envie d'autre chose, et envie voilà, c'est des choses que je fais aujourd'hui. Alors, bien sûr, je continue, j'ai une certaine partie de mon activité qui reste avec le milieu du tennis parce que j'aime ça et que je suis un passionné, et que voilà. Mais tu vois, aujourd'hui, de produire d'autres programmes qui ont rien à voir avec le tennis, c'est ça qui me plaît, quoi. ouais. Et quel joueur te dragouillait à ce moment-là? Ah, je peux pas le dire. Ah merde. Est-ce que tu aurais une anecdote vécue, une ou plusieurs d'ailleurs, avec Roger, Rafa ou Djoko, des trucs sympas que tu pourrais raconter Truc sympa que je pourrais raconter, Roger, truc sympa que je pourrais raconter. Oui, Roger, c'était à Wimbledon, donc dans le restaurant des joueurs. Et il faut savoir que, enfin voilà, dans ces zones joueurs, il n'est pas de bon ton de demander une photo. Les joueurs sont plutôt tranquilles dans ces zones-là, et voilà. Et donc Roger, il y a quelqu'un à Wimbledon d'un entourage d'un joueur qui veut lui demander une photo, et il dit: je suis désolé, je peux pas dire, je peux faire parce que sinon tout le monde va venir et va me demander, et si je dis oui à quelqu'un, donc voilà. Et puis il voit qu'on voit la scène. Ouais. Et donc on est à 1 mètre, et il dit: bah, franchement, tu comprends, vous comprenez, c'est normal et tout. Il dit bah, et on lui dit: bah oui, d'ailleurs tu devrais faire mettre des panneaux interdits de faire des photos ici dans la zone joueur. Et là on lui dit: t'es chez toi ici, tu pourrais faire ça. Et il nous dit: mais vous inquiétez pas, demain ce sera fait. Et le lendemain il y avait des panneaux C'est dans la énorme, zone joueur qui interdisaient. incroyable. Bon, voilà, c'est des trucs. Franchement, c'est des joueurs qui sont très accessibles. Toi, dans le vestiaire, ça discute facile. T'es dans le bain froid. Et moi, j'attendais Julien qui allait venir. Et là, on se connaît parce qu'on a joué les mêmes tournois jeunes. Lui, il avait 2 ans de moins, ou 1 an de moins, mais on avait joué les mêmes tournois internationaux. Déjà, c'est des mecs qui te reconnaissent, ils savent qui t'es, ils te disent bonjour. Et puis là, tu vois, on peut en parler de l'Euro de foot. Mais très très sympa, quoi. Donc non, franchement, voilà, c'est les 4 avec leur personnalité, enfin les 3 avec leur personnalité différente, c'est plutôt très sympa. Cool.
trop bien. Du coup, est-ce que tu peux on va embrayer sur ton après Mhm. carrière. Est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse d'Échange? La jeunesse d'échange, en fait, c'est le fruit un peu de mes passages. Je suis passé par toutes les chaînes de sport en France, à un moment ou à un autre. Et donc, je me suis dit, j'avais toujours une petite frustration. Je me suis dit, moi, si j'étais, si je devais parler tennis, j'en parlerais pas comme ça, ou je ferais ça ou ça. Et après, chacun son point de vue. Et il y a des problèmes et des enjeux voilà, qui peuvent parfois empêcher de faire certaines choses, et je le comprends tout à fait, mais en tout cas, est arrivé le moment où je me suis dit, bah, moi, je veux créer mon programme et ma patte. Donc, c'est comme ça qu'Échange est né. Et puis après, je me suis dit, bon, ok, Échange est né, mais il faut que je commence fort. Juste avant Roland-Garros. Donc j'ai envie d'avoir Yannick. Et en même temps, tiens, j'ai le livre là sur mon bureau. Il y a Marion Bartoli qui sort le livre, son livre, à Renaître, et qui était en promo, et je la vois s'exprimer. Je trouve qu'elle s'exprime bien, et voilà. Et je me dis, putain, ça peut être bien. Et j'ai envie de parler d'une certaine façon de tennis, et j'ai l'impression que je peux vraiment le faire. Ça va être c'est un super partenaire et sparring partner de discussion, quoi. Ouais. Et ça a pas loupé. Ça a pas loupé. Ça a été génial. On m'en parle encore de cet épisode. Et puis Yannick est très vite arrivé. L'équipe a repris des bouts de l'interview d'Yannick. Et puis Eurosport m'a contacté pendant Roland-Garros l'an dernier, en me disant, voilà, on aimerait collaborer avec toi là-dessus. Et puis après, il y a eu Deep Impact qui est arrivé aussi. Et puis voilà, quoi. Trop bien. Yannick, il y a il y a une anecdote lunaire où il raconte Mhm. la fois où je sais pas si c'est sa femme actuelle ou son ex-femme, a ressenti le grand-père de Yannick, tu sais. Et, Ah oui, 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 bien sûr, bien et sûr. il C'est termine pas sa femme actuelle. il termine l'interview en disant, si on refait un autre épisode, je te raconterai la fois où j'étais sur mon bateau et j'ai vu un ovni en plein milieu de l'océan. Ouais, ouais. Ah, mais c'est monstrueux. Et il l'a vu, hein, il te le garantit, il l'a vu. C'est énorme. Et, Ouais, ouais, ouais. où est-ce que tu veux Donc voilà comment il échange. où est-ce que tu veux Hein? lancer ce projet? Je suis en plein dessus. Ça va évoluer, ça c'est sûr et certain. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de pistes. Il va y avoir la piste de l'anglais, il va y avoir la piste des thématiques, des hors-séries. Et c'est pour ça que je suis ravi tu vois, encore une fois, et je suis très content et pour échanger que ça existe, justement du partenariat avec Eurosport. Mais je suis ravi aussi à côté de collaborer avec. Du coup, je me suis vraiment rapproché de l'industrie du podcast, et je collabore avec des ingénieurs du son, des sound designers, des compositeurs de musique originale, des compositeurs de musique de film. Je travaille sur des fictions, des documentaires, enfin voilà, quoi. Je suis vachement là-dessus, donc voilà. Et je veux essayer d'enrichir l'échange du mieux possible. Franchement, c'est super. Je suis ravi, je suis content parce que les joueuses et les joueurs connaissent le programme, sont ravis de le faire quand je le propose. Donc c'est cool, quoi. Énorme. Trop bien. Dis papa que tu peux nous en dire un petit mot aussi? Le plaisir que tu prends à faire ça, parce que Deep, Im- ça t'apprend. Deep Impact, c'est un bonheur. Déjà, je suis ravi de partager ça avec un ami, je peux le dire, qui est Arnaud. Moi, je suis un peu, tu vois, je fais un peu comme si tout était normal, mais même quand j'ai quand même la chance de rencontrer ces gens qui m'ont fait rêver, tu vois, qui m'ont inspiré quand j'étais jeune joueur de tennis. Donc ça, c'est génial, tu vois. J'en ai présenté un avec Cédric Pioline. Cédric Pioline, c'est à l'époque de la génération Sampras Agassi. C'était lui qui était. Enfin voilà, moi j'avais les mêmes tenues que lui. J'adorais ce joueur, quoi.
Donc voilà, c'est un bonheur de collaborer avec ces gens-là. Deep Impact, je suis ravi aussi. Réécrire un peu l'émission, proposer des choses à Deep. Je suis ravi de collaborer avec l'équipe Aérosport, et notamment Sébastien Petit et Quentin Guichard. Et puis bah voilà, manque d'actualité tennis, donc l'émission s'arrête pour l'instant. La situation économique est ce qu'elle est, et donc c'est compliqué aujourd'hui pour faire cette émission-là, pour la continuer. Mais pareil, je suis sûr on va réussir à trouver un format et quelque chose qui va qui va quand même nous faire parler tennis, parce que le tennis nous manque, et donc voilà, il faut qu'on quand même qu'on se nourrisse un petit peu du sport, quoi. Yes. Pour terminer l'interview, j'ai quelques questions de fin qui élargissent un peu Ouais. le spectre du tennis pur. Quel est ton plus gros regret, si je puis dire, relatif à ta carrière professionnelle jusqu'à maintenant? Que ça soit sur le circuit ou dans ce que tu vis ces dernières années. Est-ce que tu as un truc, Quel est, moi, quoi? ton plus gros regret relatif à ta carrière professionnelle? 7 balles de match contre Joao Souza. J'aurais pu dire j'ai battu un top 100. Et ta plus grande réussite, ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté. Ma plus grande fierté, il y en a deux aujourd'hui, c'est d'avoir créé Échange et d'être édité par Plomb, qui est une grande maison d'édition, pour un livre. J'ai hâte vraiment de le sortir. Et d'avoir collaboré avec un immense écrivain qui est Laurent Binet, qui est fou de tennis d'ailleurs. Quelle est ta définition de la richesse? Je suis assez riche pour ne pas avoir enfin, pour ne pas arriver à la définir. Voilà. Si tu n'avais pas été joueur de tennis, si le tennis n'avait pas existé, je pense que tu aurais fait quoi? Oh, j'aurais été gardien de but, j'aurais été gardien de foot. Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui à la fin de la journée? Je vais peut-être paraître un peu fleur bleue, mais franchement, d'être avec ma future femme, c'est parfait. Très bon, ça. Qu'est-ce que tu Ouais, fais concrètement pour être une meilleure personne? je lis, j'apprends de gens qui font des grandes choses et qui ont envie de les partager. Voilà, j'essaye. Pour moi, j'adore ça. Donc, j'essaye de faire ça tous les jours. Mais c'est pas un effort, c'est juste que j'adore ça. J'essaye d'apprendre des choses. Il y a des tas de gens qui écrivent des livres, qui font des podcasts, qui font de la musique, ouais, non, moi, c'est ça qui me nourrit. J'adore ça. Tu vois, c'est pour ça, tu vois, où tu parlais du podcast, des choses comme ça. Comment je peux voir ça comme je sais pas, une menace ou quelque chose de négatif? J'aime que les gens s'expriment et partagent de l'expérience ou de l'expertise. Donc, Quelle est ta manière à toi de te fixer des objectifs? c'est assez simple. Il y a un objectif. C'est une envie. Ça part d'une envie. Ça part de quelque chose qui est dans le champ de vision, qui titille, et puis qui se concrétise. Et puis au bout d'un moment, c'est OK, d'accord, il y a ce point là-bas. Quelles sont les étapes pour réussir ce point-là? Voilà. Et en fait, très vite, je suis dans le quotidien. Ça, c'est très important. C'est que en fait, parfois, on peut se laisser un peu décourager par la distance où on voit le truc un peu trop loin. Et en se concentrant sur le quotidien, tu vois, jour par jour, je pourrais te montrer, tu vois, j'ai des plans, des trucs. C'est les choses à faire, et voilà. Et elles prennent le temps qu'elles prennent. Après, parfois on a le droit, on est plus efficace que, que ouais, on peut être plus efficace certains jours. Il y a des jours où on n'est pas bon. Faut accepter ça. Tu disais que tu avais un tableau avec des plans, des étapes, des machins. Ouais, tu sais, les choses à faire, quoi. Tu vois, j'ai toutes c'est bon. mes, Ah bon? j'ai tous mes trucs à faire. Yes. Un talent caché. Je crois que tu joues de la guitare, non? Ouais, je joue de la guitare. Bah, tu vois, elles sont là. Elles sont là. Énorme. T'as appris à La quel âge? guitare. J'ai appris à 10 ans, et puis ouais, non, à 9 ans, et puis j'ai arrêté là toute ma période de Pôle France, tout ça, j'avais arrêté.
Oui. Et puis, à 16 ans, 17 ans, je suis hébergé pour un tournoi de tennis, c'est encore le tennis. Il y a une guitare et je la reprends et j'ai rejoué les choses que j'avais apprises. Puis du coup, j'en ai appris d'autres. Et puis voilà, c'est à ce moment-là que j'ai repris. Le plat que tu cuisines le mieux? Voilà. Mais là, avec le confinement, j'ai progressé en cuisine. C'est quelque chose de très très bien. Qu'est-ce que j'ai fait de bon? J'ai fait un shirashi maison, saumon, thon. Non, saumon avocat. Voilà. Ah bon, Ça, j'ai fait ça. Et j'ai fait un dos de cabillaud meunière. Très très bon aussi. Oh, bah, on est sur du poisson. Avec un petit beurre blanc citronné, ciboulette, très très bon. Ouais. Merveilleux, ça. Tu parlais de lecture juste avant, un livre qui a marqué ta vie? Un livre qui a marqué ma vie, il y en a pas mal. C'est La septième fonction du langage, Ouais. de Laurent Binet. C'est Ok. ce livre-là qui m'a fait le connaître et qui m'a fait le contacter pour mon projet Non, de livre chez Plomb. très bon, ça. Alors, En association avec quelqu'un d'autre et pas forcément tout seul. parce que Plomb aurait jamais accepté moi tout seul. Ok. Alors que là, Laurent apporte cette expertise et cette référence littéraire qui fait que pour la collection des dictionnaires à mots, c'est une collection qui existe depuis 20 ans, donc il faut quand même être armé pour pouvoir écrire dans cette collection-là. Donc Ouais. ça changeait ça parce que c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et puis sinon, L'amour baroque de René Fallet, je le conseille pour les amoureux de l'amour. C'est ce qui m'a fait rencontrer le style littéraire. Voilà, je me suis rendu compte de ce que c'était le style en lisant ça. Voilà. Est-ce que tu as un film référence et ou une découverte récente pour cette période? Alors, film référence, bon, il y en a plein. Hein. Il y a Les Évadés, Good Will Hunting. Ces films-là, pour moi, c'est du lourd. Découverte récente, c'est une série documentaire sur Netflix. C'est Tiger King. Ok. Bon. Tiger King, exceptionnel, sur un quinquagénaire gay du fin fond de l'Oklahoma qui est fou des pistolets et qui est patron d'un zoo où il a 120 tigres et après ça part en sucette complet. Il faut le regarder. C'est 9 épisodes, c'est exceptionnel. Voilà. D'ailleurs, C'est un documentaire. Hein. Ouais. J'ai pensé à toi en faisant ta présentation. Aujourd'hui, tu as une série sur Michael Jordan qui sort là sur Netflix. Ouais. Je vais m'y atteler. Ouais. Ça pourrait être très cool ça. Je vais m'y atteler. Le concert le plus ouf auquel tu es assisté? Concert le plus ouf, il y en a. Il y a eu Muse au Stade de France. Au Stade de France, le Rolling Stone, c'était il y a 2 ans. Ouais. J'étais au ras de la scène. J'avais Mick Jagger à 3 mètres, quoi. Donc Parce que t'as campé devant le Stade de France pour pas mal du tout. Ouais. devant? Comment t'as fait? Hein? T'as campé devant? Ouais, non, c'est un pistonnage honteux et scandaleux de quelqu'un qui m'avait invité. J'étais vraiment, je te dis, dans ce carré-là où j'étais à 3 mètres, quoi. Est-ce que tu pratiques la méditation? Ça m'arrive. Ça m'arrive. La méditation, voilà, la respiration, on va dire. Voilà. Ok. La plus grosse période de doute de ta vie? Plus grosse période de doute, c'est quand j'étais cette période de burn-out au Mexique. Là, je buvais énormément, du mal à me laver, à me lever, c'était compliqué. Ouais. Tu t'as dit je buvais énormément? Ouais, j'ai eu une période. Là, ça a duré 10 jours, quoi. 12 jours. Ouais. En fait, je jouais 2 tournois là-bas au Mexique. Et je perds au premier et j'attends pour jouer le deuxième. Et en fait, pendant 10 jours, c'était compliqué. Ouais. Ah ouais, chaud. Quels seraient les mots du Antoine d'aujourd'hui
pour guider un peu cet Antoine de cette époque-là qui est en train de sombrer dans le mescal? T'inquiète, ça va bien aller. Est-ce que tu as une citation que tu aimes bien? J'en ai plein. Ah bah une seule, Antoine. Une seule. Tu vas aller sur ton compte Instagram, Non, pas sur mon compte Instagram, mais sur Google, tu vas taper citation. non, j'ai mon document, j'ai un document où je les note, parce que sinon je les oublie. Allez, j'aime bien celle-là. C'est Lucchini qui a repris Paul Valéry sur scène et il dit comme ça. C'est Nicolas Sarkozy qui venait au spectacle de Lucchini et Lucchini lui avait sorti cette phrase de Valéry: que de choses il faut ignorer pour agir. Et j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très juste, très vrai. Voilà. Quels sont les podcasts que tu écoutes le plus? Podcast plus, j'ai écouté une collection exceptionnelle sur les attentats du 13 novembre produite par France Inter. Oui. Le journaliste c'est Sarah Guibaudot, c'était un immense travail. Et j'écoute aussi ce que fait Nouvelles Écoutes, le studio Nouvelles Écoutes, notamment il y a un podcast féministe, un grand mot, si il est féministe, mais sur des rencontres avec des femmes. Ça a été une belle source d'inspiration donc qui s'appelle La Poudre, qui est très connue. Et puis sinon j'aime beaucoup tout ce que fait, alors c'est plutôt dans les voies de radio, mais j'aime beaucoup tout ce que fait Augustin Trapenard, pareil sur France Inter. Ouais. Boomerang. Ouais, j'adore Boomerang. Là, tous les matins, il lit des lettres d'écrivains ou de journalistes. Pour moi, c'était très très bon. J'aime beaucoup Pop & Co aussi. Pareil, c'est en radio et c'est Rebecca Manzoni. Ok. Toi qui connais du beau monde, est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes en particulier d'avoir sur notre podcast pour le coup, et que tu pourrais éventuellement nous guider vers? Avec qui j'ai fait, j'avoue, Pas forcément avec qui t'as fait, hein, mais une personne que tu juges vraiment hyper utile, voilà, pour la culture tennis, pour d'accord. plein de choses. Alors, il y a moi j'ai côtoyé des très bons journalistes, mais surtout des fous de tennis qui ont des cultures et des connaissances exceptionnelles. Et il y en a un qui est exceptionnel, c'est un journaliste qui s'appelle Julien Pichenet. Ouais, je suis en contact Je sais avec. pas si ça te dit quelque chose. Ouais, bien sûr. Voilà. Et lui franchement c'est un mec avec qui j'ai pris énormément de plaisir à travailler et surtout c'est très très impressionnant la culture. Hein. Franchement je crois que j'ai pas rencontré mieux. Je pense que c'est le numéro un en termes de culture tennis, des histoires, les détails. Et en plus, il a l'art de savoir les raconter. Si tu es en contact avec lui pour le faire et faire le podcast, franchement, vous allez vous régaler. Trop bien. Et peut-être un poil plus proche du circuit? Plus proche du circuit. Alors, je sais pas si je peux t'aider à l'avoir, parce que voilà. Mais Gilles Simon. Ouais. Gilles Simon, c'est toujours passionnant. J'ai discuté plein de fois avec lui de tennis, que ce soit les alentours ou de jeu ou d'économie c'est très. Voilà, il a des points de vue. Pardon. Tu prévois pas d'en faire un prochainement avec lui? Ah si, j'adorerais. Mais moi j'ai un rythme de sortie une fois par mois, donc j'ai le temps. Ouais. Et puis après il y a quelque chose qui est très important, c'est la qualité d'enregistrement. Moi j'aime bien voir les gens en direct, j'aime bien aller les voir. Donc là c'est pas possible. Papa, petit scoop, je devais faire Tony Nadal juste avant le confinement. J'ai pas pu aller, je devais aller à Majorque et tout. Et Gilles, je pense que ça peut être très intéressant. Ouais, carrément. Bon, bah, trop bien. Qu'est-ce que le truc le plus dingue qu'on puisse te souhaiter, Antoine, pour terminer? Plus dingue, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter?
Le plus dingue, le plus dingue, que quand je vais sortir mon livre, que ça va battre le record des sorties de la collection des dictionnaires amoureux. Très bon, ça. Ah, parce Voilà. que c'est un. Ah oui, oui, t'en parlais. C'est un dictionnaire qui existe déjà et toi, t'en créé un En segment. fait, c'est une collection qui existe depuis 20 ans. Par exemple, il y a Bernard Pivot qui a fait celui du vin, Alain Juppé a fait celui de Bordeaux, Antoine Decaune a fait celui du rock'n'roll. Et donc voilà, nous on était censé sortir cette année. Et donc voilà, ça pourrait être un bon pari. Voilà. Bon, ça. Bon, bah, génial. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, d'avoir pris le temps. Merci, c'est gentil. Ciao, Allez, à la prochaine. à bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode avec Antoine. Je te rappelle que son livre Dictionnaire amoureux du tennis est à gagner par tirage au sort. Le lien est dans la description. Viens me dire ce que tu as pensé de l'épisode en commentaire. C'est un régal de te lire et en plus ça aide à diffuser notre travail. Parce que ça améliore l'algorithme de l'épisode. Voilà, tu sais tout. Pour nous aider encore plus, continue sur ta lancée, mets-nous un like si t'es sur YouTube, 5 étoiles sur Apple Podcast, la mec qui nous permet de rayonner dans cette jungle des podcasts. Spotify vient aussi de s'y mettre, si t'es comme moi et que tu préfères cette plateforme, mets-nous 5 étoiles dessus, c'est tout en haut et ça prend 2 secondes. Maintenant que tu as bombardé de likes et de commentaires sur toutes les plateformes, c'est ta mission d'ambassadeur qui commence. Envoie cet épisode à un pote à toi qui est parti aux US ou qui a envie d'y aller, ou un pote qui aime de près ou de loin le tennis. T'as reconnu le bouche à oreille, notre arme fatale pour faire connaître notre chaîne de podcast. Alors balance, transfère, abonne, relance tes potes et surtout, ne lâche rien. Merci, merci, merci. Merci aussi à Hugo pour ton dernier tip sur la plateforme Tipeee. Ça fait chaud au cœur de se sentir soutenu. Tipeee, c'est un endroit où tu peux nous aider financièrement à hauteur de 2 €, soit un café par mois ou plus, si le cœur t'en dit. On peut même aller jusqu'à une pinte, admettons. Voilà, c'est hyper cool de se sentir soutenu, que chacun mette sa pierre à l'édifice. Je suis à temps plein sur le podcast pour te régaler chaque semaine avec un nouvel épisode tous les mardis, avec un maximum de hors-série aussi, et les masterclass depuis septembre dernier. Donc voilà, surtout n'hésite pas, c'est toujours ultra cool de sentir que, voilà, que chacun nous motive à sa manière. Tu as aussi accès à notre 8e masterclass qui est dédiée au service avec la biomécanicienne Caroline Martin, qui a notamment eu entre ses mains l'actuel numéro 2 mondial, Daniil Medvedev ou encore Félix Auger-Aliassime. Caroline nous partage toutes ses connaissances à l'aide de son logiciel d'analyse 3D pour se rapprocher du service parfait. Grâce à ses 10 ans d'études sur le sujet et en ayant conseillé plus de 150 joueurs professionnels, tu as à disposition du très lourd pour arrêter de mouiller sur ce coup et d'enchaîner les doubles fautes et à la place enfin gagner tes jeux de service beaucoup plus facilement et sereinement. Avec ce nouveau cours d'1h15, tu obtiendras la checklist non négociable des points clés à travailler techniquement, les 5 points fondamentaux que tu dois absolument connaître sur toi pour optimiser ton geste, plusieurs conseils pratiques pour progresser sans que ça soit le bagne à l'entraînement, la position la plus optimale des pieds que tu dois choisir en fonction de ton gabarit, de ta coordination et de ton équilibre, et enfin comment optimiser ton lancer de balle, le tout pour gagner en précision, en fluidité et en vitesse, environ 15 km/h, tout en prévenant les blessures. Et ouais, tu l'as compris, c'est une nouvelle masterclass ultra complète et c'est la force de la biomécanique, qui plus est avec une experte aussi reconnue que Caroline Martin. T'as une offre pour t'abonner dans le lien en description, pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible. On en est à la 8e et les 7 autres sont listés en dessous du lien en description, enfin en bas de la page en tout cas du lien en description, je vais y arriver. Tu peux les commander donc en scrollant tout en bas ou alors en m'écrivant à max@tennislegende.fr. Si tu veux remercier notre invité du jour, c'est possible de le faire sur Insta. Fonce d'ailleurs à Antoine Beneteau. Et si tu as des idées de partenariat ou autre, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à Max Zamora, ZAMORA, ou sur Insta à Max Emia, le tout attaché. Je réponds avec grand plaisir à tout le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là. T'es vraiment une légende. Et merci pour les bonnes ondes. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.